Est-ce un petit... On dirait un X. Quelqu'un a parlé d'un papillon. C'est bien la première fois que je le remarque. Oh, je vois quelque chose que je n'avais pas vu avant. Cette petite fille devant ces deux femmes. Je ne l'avais pas vue. Et elle bouge. Va-t-elle dans leur direction? Ces personnes au musée, au cirque ou dans cet atelier de peinture semblent absorbées par ce qu'elles font, en pleine possession de leurs moyens. Pourtant, elles souffrent de graves pertes de mémoire et ont perdu une grande partie de leurs facultés cognitives. Elles sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Leur implication dans l'art et la création est aujourd'hui reconnue comme un moyen efficace de les ramener à un niveau d'échange et de communication satisfaisant et à une meilleure qualité de vie. Vieillir est un processus normal et universel. Pour autant, dans notre société focalisée sur la jeunesse et l'apparence, la vieillesse est trop souvent considérée comme quelque chose d'embarrassant, qu'il faut cacher. Développer la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence est une perspective terrifiante. La maladie, dont les principaux symptômes incluent l'apathie, l'anxiété et l'agitation, touche une personne sur deux au-delà de 85 ans. La mémoire, les facultés cognitives et de raisonnement sont progressivement affectées. Le conjoint et la famille de la personne mettent souvent ces changements de comportement sur le compte du vieillissement ou de la dépression, sans comprendre qu'il s'agit d'une maladie. Nous avons fait un bond extraordinaire en matière de longévité. Au XXe siècle, nous avons gagné 30 années de vie, plus que tout ce qui avait été gagné durant les 5000 années précédentes de notre histoire. En 1976, on vivait en moyenne jusqu'à 35 ans. En 1900, jusqu'à 47. Aujourd'hui, jusqu'à 77 ans. C'est une révolution mondiale. Beaucoup de gens ne saisissent pas bien la différence entre le vieillissement normal et la maladie d'Alzheimer. En fait, on peut atteindre un âge très avancé en conservant toutes ses facultés de réflexion et de mémorisation. Donc nous savons que c'est une maladie, nous savons qu'elle n'est pas inéluctable, et nous pouvons maintenant dire qu'elle se développe selon une pathologie très précise. Essayons de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'une personne atteinte par la maladie d'Alzheimer. Certains médecins l'appellent le diabète du cerveau, en référence aux multiples substances qui interagissent. Des protéines et des hormones s'accumulent de manière anormale dans le cerveau et provoquent des inflammations. Par exemple, l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde donne naissance à des agrégats de matière visqueuse entre les neurones. C'est ce que l'on appelle les plaques amyloïdes. Et l'accumulation de la protéine Tau fait s'enchevêtrer les cellules neuronales. Ces plaques et enchevêtrements détruisent les neurones par millions et avec eux une partie des facultés à organiser ses pensées et à accéder à ses souvenirs. On peut diagnostiquer la maladie et suivre sa progression en prescrivant au patient un IRM du cerveau. Le neurologue peut ainsi détecter la formation des plaques et enchevêtrements neuronaux. En complément, la personne effectue une batterie de tests cognitifs. Par exemple, elle va écouter une histoire et devoir la répéter du mieux qu'elle peut, mémoriser un dessin et le refaire, grouper des objets par catégorie, remplir un tableau de calcul mental ou retrouver le nom d'objet ou de lieu. Les gens dont les résultats sont en dessous de la moyenne ont toutes les chances d'avoir Alzheimer. Un peu partout dans le monde, les laboratoires de recherche testent des milliers de molécules susceptibles d'arrêter ou ralentir l'accumulation des protéines anormales dans le cerveau, et donc la formation des plaques et enchevêtrements. Le défi est de taille, du fait de la complexité des mécanismes en question. Les chercheurs avancent à tâtons, mais n'hésitent pas à prédire la mise au point de premiers traitements pharmaceutiques efficaces dans les 10 ans. Les médicaments contre les plaques amyloïdes et les enchevêtrements que nous essayons de mettre au point fonctionnent sur les souris.
L'un des projets majeurs de ces 20 dernières années a été de modéliser l'évolution de la pathologie sur ces animaux en laboratoire. Le défi aujourd'hui est de reproduire au niveau clinique ce succès enregistré avec les souris pour voir s'ils permettent de retarder, empêcher ou stopper la maladie chez l'homme. Nous allons probablement réussir à trouver des traitements qui ralentissent la progression de la maladie d'Alzheimer. Mais il est peu probable que nous arrivions, avant pas mal d'années, à empêcher son déclenchement. En conséquence, nous allons avoir de plus en plus de gens qui vivent plus longtemps avec la maladie, donc une augmentation massive du nombre de malades. Notre société doit y réfléchir. Il faut qu'elle trouve des solutions pour prendre en charge cette épidémie de patients à venir. Skip, Quelle est votre activité préférée ces derniers temps? Bricoler dans la maison est ce qui me plaît le plus. Je repeins, je répare ce qui est cassé et d'autres bricolent. S'occuper du jardin. Oui, le jardin. Vous avez des animaux? Ah oui. Nous avons un mouton que nous appelons Flocon de neige. Elle a pas mal de laine du fait qu'on arrive à l'automne. Les médicaments disponibles pour les malades n'apportent qu'une diminution très modérée des symptômes, et ce, pour une période de temps limitée. Qui plus est, ils ne sont efficaces que chez certains patients. Vous avez participé à des essais cliniques de nouveaux médicaments. Oui. Pourquoi? Mon père m'a toujours dit de toujours regarder les problèmes en face, les prendre à bras-le-corps et les solutionner. C'est ainsi que je fonctionne depuis toujours. Ça m'a plutôt bien servi. En espérant que les essais cliniques, les protocoles, déboucheraient sur un traitement efficace. Vous avez participé à une étude pour un médicament qui n'a malheureusement pas été concluante. Les résultats du très large essai clinique ont été négatifs. Le traitement ne fonctionnait pas. Vous vous en souvenez? Il s'agissait duquel? C'était le florisant. Ah oui, oui, oui. Malheureusement, avec cette maladie, tant de gens abandonnent ou nous disent « ça n'en vaut plus la peine » ou « je ne peux plus rien faire comme avant ». Pour ce qui est de tous les deux, ça serait plutôt « il y a des choses que je peux faire ». C'est vrai. Et je vais profiter de ce que je peux faire sans attendre. Absolument. Avec la perte de ses facultés, la personne atteinte par la maladie perd généralement confiance en elle. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Son entourage hésite à la solliciter. Ses activités diminuent et elle se referme progressivement. Aucune catégorie socio-professionnelle n'est épargnée par Alzheimer. Le président Ronald Reagan, les comédiens Annie Girardot et Rita Hayworth ont été touchés par la maladie. Dans les premiers temps, j'ai vu ma mère traverser des moments de peur et de sautes d'humeur. Des sautes d'humeur extrêmes. Des accusations, de la paranoïa. Elle entendait des choses et des gens à l'extérieur. Elle appelait la police car pensait que c'était un voleur. Tant de peur, de confusion. Et vous savez, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée très fort et je me suis occupée d'elle. Ma mère a toujours aimé les activités artistiques. Bien sûr, la musique, la danse, le cinéma et la peinture. En fait, vers le début de la maladie, elle a décrété qu'elle voulait peindre. Donc elle s'est procuré tout le matériel, des toiles, une boîte de peinture, un chevalet. Elle a installé le chevalet, mis une toile dessus et commencé à peindre. Elle adorait la peinture à l'huile, sa texture. C'est ce qu'elle utilisait. Et je pense que ça lui a procuré une paix intérieure.
Ça l'a aidé à se détendre. Tant d'aidants, tant de familles abandonnent avec cette maladie. Donc il est important de ne pas baisser les bras. J'ai une amie, Berna, dont la mère était une peintre connue de Chicago, Ilgos, qui aimait peindre et s'y est remise pendant sa maladie. Dans les années 30, Hilda Gorenstein est une femme dynamique qui réussit à percer dans la peinture et la sculpture tout en élevant ses 2 enfants dans une banlieue de Chicago. Connue sous son nom d'artiste Ilgos, on lui commande de peindre l'histoire de la marine américaine pour l'exposition internationale de Chicago en 1933. À la fin des années 70, Hilda est diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer et décide qu'il est temps, comme elle le dit elle-même, de fermer boutique. Elle cesse de peindre et à 90 ans est confiée à une maison de retraite. Son état empire. Elle alterne entre périodes d'apathie et périodes de fébrilité. Le personnel est même contraint de l'attacher à plusieurs reprises quand elle manifeste une certaine agressivité. J'ai rencontré Hilda pour la première fois en 1995, alors que je donnais des consultations dans une maison de retraite dont elle était l'une des patientes. On m'a demandé de la voir, car elle souffrait de périodes d'agitation. À d'autres moments, elle était renfermée, sans contact avec le personnel, l'air plutôt apathique. Lorsque j'ai essayé de lui parler, elle a commencé par m'ignorer, comme si elle ne me connaissait pas. J'essayais de comprendre pourquoi elle n'était plus elle-même, et je me demandais ce que nous pourrions faire pour qu'elle communique à nouveau. Elle était vraiment triste et ne disait plus un mot. Elle savait qu'elle n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été, et ne parlait plus comme avant. Et un jour, je lui ai demandé « Maman, est-ce que tu veux peindre ?» Son visage s'est animé, ses yeux ont retrouvé un peu d'expression, elle semblait un peu redevenue elle-même. Elle m'a regardée et m'a dit « Oui, je me souviens mieux quand je peins. » Quand j'ai appris ce qu'elle avait dit, cette phrase à peine croyable, j'ai suggéré à la fille d'Hilda de contacter l'Institut d'art de Chicago et d'essayer de trouver des étudiants en beaux-arts qui seraient d'accord pour travailler avec sa mère. En 1995, utiliser l'art pour améliorer les échanges et la qualité de vie d'une malade d'Alzheimer est une idée totalement novatrice, tant pour elle que pour son gériatre. J'ai commencé à me rendre à la maison de retraite où elle résidait. J'ai apporté de la peinture et je lui ai proposé de se remettre à peindre avec l'espoir qu'elle accrocherait, puisqu'elle avait dit à sa fille qu'elle se souvenait mieux quand elle peignait. Au début, elle a réagi comme si elle ne m'entendait même pas. Souvent, elle se détournait de moi quand j'essayais de lui parler. Elle me donnait l'impression d'être complètement renfermée, comme s'il n'y avait plus personne. Le personnel de la maison de retraite partait de la théorie que soit les lumières sont allumées, soit elles sont éteintes. Soit les personnes sont capables de communiquer, soit elles ne le sont pas. Et ils pensaient qu'Hilda n'était pas capable de communiquer d'une manière vraiment significative. Finalement, un jour où nous étions assis ensemble, elle a saisi le pinceau et a commencé à faire des lignes sur une page blanche, à changer de couleur, choisir plusieurs couleurs. Elle s'est mise à faire des choix esthétiques. Quand elle a eu terminé, elle m'a dit « l'heure cachée ». C'est l'une des toutes premières choses qu'elle m'ait jamais dites. J'étais surprise et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire par heure cachée ?» Elle a désigné la peinture, l'a touchée et a même étalé un peu de peinture avec le doigt. Donc il était clair que c'était ainsi qu'elle voulait la nommer. Le succès est de courte durée. Après sa première peinture, l'heure cachée, Hilda ne peint plus rien pendant plusieurs mois. Jenny commence à se décourager, mais revient quand même tous les jours. Berna, qui a déménagé à Paris, les appelle régulièrement pour finalement constater que les choses ne progressent pas. Finalement, un jour où j'étais vraiment découragée et où j'étais sur le point de quitter la maison de retraite, du coin de l'œil, j'ai vu Hilda me faire signe. Elle avait des doigts très longs, très particuliers, et elle a fait comme ça.
Elle a énoncé une phrase entière pour la première fois. Elle m'a dit « Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Continuons sans rien changer. » Je ne sais même pas si j'ai répondu, car je ne savais pas quoi dire. Je crois que je l'ai juste regardée et que j'ai fait oui de la tête. À partir de là, j'étais conquise. Je savais qu'elle s'était attachée à moi et je lui étais très fidèle. Elle est devenue plus vivante. Il y avait plus d'expression sur son visage. J'étais capable de communiquer un peu plus avec elle. Jenny, puis d'autres étudiants, ont commencé à venir à la maison de retraite pour travailler avec Hilda. Très souvent, lorsque j'arrivais à la maison de retraite, elle était agitée, soit parce qu'on l'avait baignée ou qu'on lui avait donné des médicaments qu'elle ne voulait pas prendre. Donc, je sentais à son humeur qu'elle était anxieuse. Elle essayait de se lever, de s'asseoir, se lever, pas très sûre de ce qu'elle voulait. En se mettant à peindre, sa respiration se ralentissait et son humeur changeait. D'agitée et d'anxieuse, elle devenait beaucoup plus calme et réceptive à notre présence. Elle retrouvait véritablement une qualité de vie qu'elle avait perdue en arrivant à la maison de retraite. Par exemple, elle riait, elle nous racontait des histoires drôles, nous sortions manger une glace ou nous allions au zoo. Et nous n'allions pas au zoo comme on aurait fait autre chose. Nous y allions vraiment pour voir les animaux. Elle était vraiment tactile. Parfois, elle voulait se peindre le visage. La plupart du temps, je devais l'arrêter, mais on sentait combien elle aurait aimé avoir de la peinture sur la peau. J'étais très fière des étudiants, car je crois qu'ils ont réussi à recréer une nouvelle famille autour de ma mère. Parfois, quand je venais la voir, elle disait « Attention, voilà l'adulte, voilà la patronne », car elle sentait que je la poussais à communiquer et à peindre toujours un peu plus. C'était vraiment sympa de l'emmener au vernissage de son expo. Elle s'était mise sur son 31, elle portait l'un de ses